Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité, d'innovation et de prévention qui vous concernent au quotidien. Mais avant de débuter ce nouveau format inédit, je tenais à vous remercier pour votre fidélité car vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Alors si ce n'est pas encore fait, prenez le temps de vous abonner, c'est gratuit bien sûr, et à activer les alertes pour ne rien manquer. Cette semaine, nous inaugurons un nouveau format de podcast, Rencontre. François Tesson, le directeur général d'Essentiel Pharma, reçoit David Cyr, directeur de Gers Data, et ensemble, ils abordent le sujet si délicat de la disponibilité des produits en officine. Bonne écoute. Bonjour David, je suis ravi de t'accueillir chez Essentiel Pharma aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît rapidement et nous expliquer le rôle que tu occupes dans le secteur pharmaceutique ? Donc bonjour François, ravi d'être avec toi. Donc je suis David Cyr, je suis directeur général de Gers Data, en charge de faire de la data une langue vivante, c'est-à-dire qui soit parlée par l'ensemble des acteurs de la santé, de la pharmacie, aux groupements, aux industriels et aux autorités de santé. À ton avis, puisqu'on passe dans le vif du sujet directement, pourquoi la question de la disponibilité des produits en pharmacie est-elle devenue cruciale aujourd'hui ? Parce que c'est un argument de service auprès des patients et qui pose plein de questions. Quand on parle de disponibilité, déjà ce qui est amusant, c'est qu'on pense rupture, mais il y a aussi surstock. C'est-à-dire qu'on a vraiment ces deux angles-là qui sont présents. Alors, quand on parle de rupture, forcément, la question qui se pose, c'est comment on gère le service à son patient, comment on lui explique cette difficulté. Et on le voit bien sur différents sujets. Prenons l'exemple actuel de la grippe. C'est vrai qu'il est symptomatique d'une difficulté à gérer le trop ou pas assez. Il y a de nombreux défis qui sont liés à la disponibilité des produits. J'en ai répertorié un certain nombre. Et surtout, ce que j'aimerais qu'on aborde en premier lieu, c'est, à ton avis, quelles en sont, selon toi, les principales causes de ces ruptures de stock en pharmacie ? Est-ce que c'est lié plutôt à la production, à l'industrie, à la logistique ou à d'autres facteurs ? Alors, et forcément, comme une réponse de Normand, qu'est-ce que je veux dire quand je dis une réponse de Normand, c'est que forcément, il y a plein de raisons possibles pour expliquer ces difficultés de disponibilité. Je pense avant tout, c'est de savoir que le monde a décidé d'améliorer son espérance de vie. Quand je dis le monde, c'est la totalité des populations. Prenez l'exemple de l'Inde, l'espérance de vie, c'est 65 ans. L'objectif du président, il est simple, améliorer l'espérance de vie. Améliorer l'espérance de vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soigner la population, ou au moins une partie. Donc, dans un contexte mondial, il y a les capacités de production de l'ensemble des entreprises, de l'ensemble des industries. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment je gère l'allocation à l'ensemble des pays dans un contexte où je dois servir les populations en termes de produits de santé, mais également, je dois, en tant que chef d'entreprise, avoir une profitabilité qui est celle qui est l'objectif qui est fixé. Et c'est vrai qu'en France, on a cette spécificité d'avoir sur les produits génériques des prix qui sont bas et sur les médicaments innovants, des prix qui restent bas, mais avec des fluctuations qui sont importantes et une consommation mondiale qui est, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est là. Et donc, dans ce phénomène de tension, il y a le dernier point, c'est la nature humaine. C'est, pour ceux qui ont fait les études, ce qui n'est pas mon cas, c'est le dilemme du prisonnier. Et le dilemme du prisonnier, c'est quoi ? C'est si moi, j'en commande pas plus ou un tout petit peu plus que ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me prouve que mon voisin va pas le faire ? Et donc, à un moment donné, j'ai besoin de servir mes clients, mes patients, de manière à leur apporter ce service-là. Et donc, toute la chaîne, elle doit gérer cette tension qu'il peut y avoir à tout moment d'avoir le bon nombre de médicaments chez soi. Merci pour ça. L'impact patient est aussi un défi puisque concrètement, ces ruptures de stock affectent les patients d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu as des exemples marquants à partager qui te reviennent ? Il y a plein d'exemples. Il y a des exemples forcément dans l'entreprise où je suis, où quand tu as une rage de dents et que tu fais le tour des pharmacies pour trouver la pharmacie qui a de la mox, c'est sûr que ça parle. Mais la question qu'il y a derrière, c'est comment tu fais en tant que patient pour te dire dans quelle pharmacie je vais pour trouver le produit et qu'est-ce qui fait que le maillage territorial va être un élément de santé publique et pas un élément d'avantage concurrentiel. Et c'est sur ces éléments-là où ça devient quasiment schizophrénique
c'est comment je gère ce sentiment de mieux accompagner le patient pour qu'il y ait cette observance-là. Et où est-ce que je vais trouver ? Donc, au final, qu'est-ce que fait le patient ? Du coup, il prend, j'allais dire l'annuaire, mais du coup, il va prendre les réseaux et il va appeler toutes les pharmacies les unes après les autres pour dire, voilà, j'en veux. Et du coup, la question, c'est comment j'embolise pas les équipes de la pharmacie pour faire que du call en disant oui, il m'en reste ou non, il m'en reste pas. Alors, c'est une excellente transition puisque du côté pharmacien, ça demande une gestion particulière. Comment est-ce que les pharmaciens gèrent-ils ces situations au quotidien ? Est-ce qu'ils ont des marges de manœuvre ou c'est souvent hors de leur contrôle ? Globalement, ça reste hors de leur contrôle. Ça reste une gestion humaine. Alors après, ils peuvent s'appuyer sur des structures qui ont des entrepôts, qui ont cette capacité à allouer un certain nombre de boîtes pour être le plus efficient possible par rapport à ces éléments-là. Mais quand vous prenez d'un côté les grossistes répartiteurs, de l'autre côté les shortliners, de l'autre côté les industriels qui ont la capacité aussi, dans une certaine mesure, de faire de la vente directe, c'est comment tu fais en sorte de mieux piloter l'ensemble, sachant qu'il y a une valeur humaine qui fait disjoncter l'ensemble du système. Alors on le sait, c'est vrai que les outils de distribution, et ceux en particulier les plateformes et les groupements qui bénéficient de centrales d'achat pharmaceutique, sont aussi des axes d'amélioration de la disponibilité en définitive dans les pharmacies. Alors il y a des solutions et des initiatives qui existent. Tout d'abord, les actions des laboratoires et des distributeurs, que font-ils aujourd'hui pour limiter les problèmes d'approvisionnement ? Selon toi, est-ce que c'est suffisant ce qu'ils font ou est-ce qu'il faut encore aller plus loin ? Aujourd'hui, c'est suffisant, mais au final, tout le système est interrelié. C'est-à-dire que dès que tu mets en place quelque chose, forcément, ça fuite ou ça se déconstruit d'un autre côté. Et donc la question, c'est comment on prend en charge de manière globale sur toute la chaîne ces situations-là, de manière à trouver une solution qui soit acceptable pour l'ensemble de la chaîne. Et à chaque endroit où tu te dis, je vais essayer d'apporter une solution en réduisant par exemple les ventes directes des industriels, au final, ça va craquer à un autre endroit. Quand tu vas te dire, du coup, on met tout chez les grossistes répartiteurs, ça va craquer par rapport à l'ensemble de la gestion des différents grossistes. Et donc, c'est de se dire, qu'est-ce qui peut être mis en place dans ce contexte-là ? Et on le voit bien, les tensions d'approvisionnement sur le médicament, elles ne font que croître année après année. On voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui se posent la question de la rentabilité sur certains produits et donc d'arrêter un certain nombre de médicaments. Et donc, comment tu fais le relais ? Et comment, au-delà de la rupture ou de la non-disponibilité que tu peux avoir sur une molécule, comment tu anticipes sur des molécules à côté, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément la même cible en termes de destination, mais pour autant, qui, du fait que celle-ci va tomber en rupture, il va y avoir une tension importante sur d'autres types de molécules. Prenons le cas de l'amoxicilline tout à l'heure, on va avoir d'autres antibiotiques qui vont être sous tension et qui potentiellement, eux aussi, vont tomber en rupture. Non pas parce qu'il y a une surdemande sur ces antibiotiques, mais parce que j'en ai un qui est en rupture, du coup, on a un effet collatéral. C'est très clair. Alors, évidemment, tu es dans un métier qui met en évidence l'avantage d'utiliser un certain nombre d'outils numériques. En quoi les technologies comme les plateformes de gestion de stock ou les CRM peuvent-ils aider à faire une différence, puisque notre préoccupation permanente, et ce en particulier dans les pharmacies essentielles pharma, mais pas que, c'est d'avoir une disponibilité produit qui corresponde aux besoins de la patientèle. Et en fait, je vais y répondre, mais complètement à côté et entre guillemets volontairement. C'est-à-dire que ce qui est passionnant dans la pharmacie, parce que là, on parle des tensions, mais la pharmacie a une tendance, et je pense que c'est quasiment dans le retail le seul métier où la pharmacie est capable de stocker 6 mois pour garder des produits 12 mois ou 18 mois. Parce que il y a cet élément où, à un moment donné, je ne sais pas si c'est un complexe de la cave à vin, elle considère que parce que les produits sont dans sa pharmacie, du coup, ils prennent de la valeur. Et donc, la question qu'il y a derrière, c'est le numérique, ou le digital, qu'est-ce qu'il va permettre de faire ? C'est d'avoir des flux beaucoup mieux gérés. Mais beaucoup mieux gérés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir confiance dans un système qui est capable d'approvisionner de manière équitable l'ensemble du territoire. Et donc, tout système digital va, à un moment donné, se confronter à quoi ? La nature humaine. L'élément qui va se dire, et si j'en prends un tout petit peu plus ? Et surtout, c'est quoi la bonne quantité pour une pharmacie ? Si à un moment donné, on reste, et ça c'est mon opinion, donc effectivement, sur un ratio de se dire, chaque pharmacie doit avoir, quand les produits sont en tension, le même nombre de boîtes, c'est de considérer que son potentiel patient actuel est de même nature. Et donc c'est vrai que au-delà de la taille de la pharmacie, c'est quelle est sa capacité d'adresser le marché.
Et quand vous vous dites que parfois, quand une pharmacie elle part en vacances, elle va recevoir le même nombre de boîtes qu'une station balnéaire en plein mois d'août, parce que c'est équitable d'avoir le même nombre de boîtes sur le réseau, à un moment donné, on ne répond pas à la capacité de dire comment je fais en sorte que le patient puisse trouver sa solution thérapeutique le plus facilement possible. C'est très clair aussi. Merci beaucoup pour cet apport. Et évidemment, on en a parlé tout à l'heure, il y a une collaboration assez naturelle qui peut se faire entre le pharmacien et les centrales d'achat. Est-ce qu'elle est, d'une part, primordiale ou importante pour améliorer la situation? Et est-ce que tu vois des exemples de partenariats qui fonctionnent bien? Oui, il y a plein d'exemples qui fonctionnent bien. Et c'est pas pour te lancer des fleurs, mais ce que vous avez mis en place localement répond à ce besoin de mieux adresser sur un écosystème régional un ensemble de pharmacies de manière à ce qu'elles soient le mieux approvisionnées possible sur ces médicaments-là. Mais au final, c'est toujours l'élément de se dire comment je fais en sorte de ne pas niveler par le bas et je fais en sorte de monter le niveau dans un contexte où il y a toujours ce sentiment de manquer, de peur qui fait que du coup, on essaye de prendre un tout petit peu plus que l'autre. Et donc, la question qui va se poser sur des centrales, sur les grossistes, sur les shortliners, comment je fais en sorte que la pharmacie ne soit pas tentée de commander un tout petit peu, mais un tout petit peu partout, qui fait qu'à un moment donné, le marché va tomber. Très bien. Alors, on a parlé évidemment des solutions et des initiatives qui sont existantes, des défis qui sont liés à cette disponibilité des produits. Et moi, ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble maintenant, ce sont les perspectives d'avenir. Il y a certaines tendances, lesquelles se dégagent selon toi, et les grands changements et innovations qui pourraient vraiment transformer la gestion des produits en pharmacie dans les prochaines années. Le premier point, c'est que le regard même de la pharmacie, dans la lecture même de son business, il a complètement changé. C'est une complète révolution. Elle ne peut pas, aujourd'hui, regarder l'activité officinale comme elle le regardait il y a 3-4 ans. Premier exemple, c'est l'effet médicaments chers. Tout le monde l'a en tête, mais derrière le syndrome des médicaments chers, il y a aussi l'impact des baisses de prix. L'impact des baisses de prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, 2024, l'objectif de baisse de prix, c'était 850 millions. On a dépassé le 1,1 milliard sur 2024 et pour autant, le marché continue à être dérégulé. Ça veut dire que vous êtes au comptoir, vous êtes une pharmacie, ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai fait les mauvaises études, je leur dis, mais tu es au comptoir, tu peux délivrer un produit qui a perdu 300, 400, 500 euros, donc ton chiffre d'affaires baisse et pour autant, il peut ne pas y avoir d'impact sur ta marge. Donc tu te retrouves dans un contexte où, dans le quotidien de la pharmacie, pour lequel il est obligé de faire tellement de tâches différentes, dans un contexte où quand il regarde son chiffre d'affaires, il est plus capable de savoir est-ce que c'est bien ou pas bien. Tu peux faire moins de chiffres, plus de trafic, plus de marge, moins de chiffres, plus de marge, moins de trafic. Globalement, c'est à un moment donné, après 6 ans d'études sur les effets secondaires, on rajoute une complexité pour la pharmacie, c'est comment je me satisfais de l'économie générale de mon officine dans un contexte où tous les indicateurs que j'ai connus, que j'ai appris, on sont en train tous de disjoncter les uns après les autres. Alors, dans cette pratique officinale aujourd'hui, est-ce qu'il y a des conseils? Si un pharmacien te demandait des conseils pour mieux gérer ses stocks et anticiper les ruptures, tu lui dirais quoi, comme ça, spontanément? Spontanément, déjà, je lui dirais, et du coup, vous me voyez arriver, mais je lui dirais, utilise Jumo Plus. C'est une application qu'on a sortie pour la pharmacie. Pourquoi on l'a sortie? C'est qu'à un moment donné, mon point de départ, c'était la pharmacie et l'industriel, quand ils se parlent, ils ne s'écoutent pas. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compréhension. Tout le monde a le sentiment que l'autre est en train de lui mentir. C'est probablement la seule économie, là aussi, où ils doivent travailler ensemble, l'un et l'autre, et pour autant, chacun déteste l'autre. Déteste, c'est peut-être un peu fort, mais a un doute. Il n'y a aucune pharmacie qui croit le délégué quand il vient le voir et qui lui dit « ma dynamique, c'est ça ». Et il y a un moment besoin de challenger ce qui se passe. Il y a un besoin de pouvoir scanner. Il y a besoin de pouvoir se dire « qu'est-ce qu'il me raconte ? Comment je me situe par rapport à des pharmacies qui ont le même ADN que moi ? Comment je me situe par rapport à ma zone de chalandise ?» Et pour répondre encore plus loin dans ta question, c'est quand je scanne un produit et que je vois qu'il tourne, j'ai besoin de savoir c'est quoi mon niveau de stock. Et derrière, comment je fais du réappro automatique. La question fondamentale derrière, c'est que si la pharmacie se développe sur des missions de santé, si elle est rémunérée pour ses compétences, à savoir Bac+6 en santé, ça veut dire qu'il faut qu'elle accepte de déléguer certaines tâches. Pas parce qu'elle a envie, mais parce qu'à un moment donné, si elle décide de tout faire tout seul,
elle va exploser comme un popcorn. Et si elle ne veut pas exploser, il faut qu'elle puisse s'appuyer sur des partenaires comme tu le fais, avec toute ton énergie, avec des outils éventuellement comme on développe, de manière à ce qu'elle puisse se dire, c'est quoi mes relais de croissance ? Qu'est-ce qui fait que dans un marché qui est très dynamique, je puisse challenger si ma dynamique elle est saine ou elle n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe ? Merci David. Si tu devais résumer maintenant, quelles sont selon toi les 3 priorités à mettre en place pour améliorer la disponibilité des produits en pharmacie ? 1, c'est resserrer les partenaires avec lesquels la pharmacie elle travaille. C'est de se dire c'est quoi l'ADN de ma pharmacie, quels sont les produits que je dois avoir dans ma pharmacie, comment je mets en place des outils de réappro de manière à ce que j'ai un stock suffisant pour gérer une tension de demande et non pas excessif, et également de pouvoir être très alerte sur quelles sont les dynamiques des marchés, comment ça se passe pour être justement le plus réactif possible dans le quotidien de ce qui se passe. Et la technologie, elle va dans ce sens-là. Il y a très longtemps, et je prends l'exemple sur les bilans annuels. Avant, le bilan annuel sur le réseau officinal, il arrivait en mars, puis il arrivait en février, puis il arrivait fin janvier. Maintenant, quand on présente les résultats le 15 janvier, c'est presque trop tard. On a déjà envie de savoir ce qui se passe en janvier. Et l'enjeu de la pharmacie, c'est pas seulement de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le rétroviseur, c'est qu'est-ce que je suis en train de vivre et comment je raisonne ce que je suis en train de vivre pour prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup. C'est vrai que là, la différenciation, on sent bien qu'elle se met en place dans les pharmacies et c'est ce qu'on essaye de faire chez Essentiel Pharma, d'avoir une démarche qui consiste à utiliser l'ensemble des outils et aussi de réfléchir aux modes d'approvisionnement qui conviennent et qui sont liés aux besoins croissants d'une population qui a besoin d'une disponibilité supérieure. Toutes les pharmacies ne se valent pas sous ce cadre-là. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour les pharmaciens qui nous écoutent et tout simplement les patients qui viennent voir ces pharmaciens au quotidien ? C'est le maillage territorial, c'est l'énergie que tu déploies à travers le réseau, à travers les pharmacies Essentiel Pharma pour comment on donne de l'ADN sur un assortiment, sur des univers. Une chose est sûre, tout ce qui ne se voit pas en pharmacie n'est pas vendu. En termes d'univers, en termes de catégorisation, en termes de confiance. Prenons le sujet, on parle souvent d'ortho, de compression. Parfois, le concurrent de l'orthopédie en pharmacie, c'est pas les MadMed, c'est Jardiland, c'est Decathlon, c'est des enseignes où, effectivement, le Parisien, quand il part à la campagne pour faire un peu de jardinage, et ben, du coup, il va acheter une ceinture lombaire et il va acheter ces éléments parce que, du coup, quand il va en pharmacie, il ne le voit pas systématiquement, il n'y pense pas. Et donc, dans ces éléments-là, c'est comment je suis le mieux accompagné pour me dire c'est quoi mes leviers de croissance. Est-ce que je ne travaille pas une catégorie parce que je suis toujours en insuffisance de stock ou parce que je ne le mets pas suffisamment en avant ? Et au lieu de se dire systématiquement comment je baisse les prix pour être le plus agressif possible, comment j'augmente la valeur de mon entreprise. Et augmenter la valeur de son entreprise, c'est à la fois son chiffre d'affaires et son EBIT. Eh bien, merci David d'avoir partagé ton expertise sur le sujet, la disponibilité produits en officine. À très bientôt. Merci beaucoup François. C'était Rencontre, un format Essentiel Pharma. Si l'épisode vous a plu, pensez à le partager pour nous soutenir et vous abonner pour nous suivre. À très vite pour un nouvel épisode.